Louis-San est un youtubeur qui a environ 900 000 abonnés. C'est un youtubeur francophone qui parle du Japon. Il est lui-même franco-japonais, il habite en France, mais passe également une partie de l'année au Japon. Donc il connaît relativement bien les deux pays, les deux cultures. Moi-même, si vous ne me connaissez pas, si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, j'habite au Japon depuis de nombreuses années, plus de 10 ans maintenant. J'ai ici une femme et des enfants. Et c'est dans ce pays que j'ai choisi de faire ma vie. Récemment, il y a à peine quelques jours, Louis-San a sorti une vidéo sur sa chaîne principale qui s'intitule, je l'ai sous les yeux, 15 vraies raisons de ne pas habiter au Japon. Pour ma part, j'habite à Tokyo et je vous avoue que j'ai un peu du mal à imaginer vivre ailleurs, même si je suis conscient qu'il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses, évidemment. A priori, je suis plutôt de l'avis totalement opposé de Louis-San. Je n'ai pas vu sa vidéo, on va la découvrir ensemble. C'est un petit peu une vidéo réaction finalement. Je m'y plais, elle fait 26 minutes, évidemment. Vous n'aurez pas l'intégralité, je vous encourage à aller sur sa chaîne pour voir la version entière. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. D'ici quelques mois, je devrais acheter ma maison au Japon. 15 raisons de ne pas habiter au Japon, mais il va quand même acheter sa maison au Japon d'ici quelques mois. Donc j'imagine que c'est une vidéo qui va pas être vraiment à charge contre le Japon. Il va peut-être soulever juste les points négatifs et contrebalancer par des points positifs. On va voir. Je vais pas non plus définitivement y vivre. Dans l'idéal, j'aimerais être un peu plus présent en France qu'au Japon, mais quand même pouvoir aller au Japon pour suffisamment travailler là-bas. L'introduction de la vidéo est assez simple. Louis-San explique qu'il vit entre la France et le Japon et qu'il aimerait bien avoir un pied-à-terre au Japon. Il précise qu'il y a plein d'avantages à habiter au Japon, mais qu'il y a aussi des inconvénients et que c'est ce qu'on va voir ici. Le premier point qu'il va aborder, c'est le traitement des déchets. C'est pas la première fois que j'en parle, les poubelles au Japon, mais c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. En fonction des quartiers, il y aura des conduites à adopter qui seront différentes. Par exemple, les bouteilles d'eau, pour enlever le bouchon, parce que ça, le bouchon, c'est dans les combustibles. Le plastique qui est autour, c'est dans les combustibles. Mais en fait, la bouteille en elle-même, c'est du recyclable. Mais en revanche, dans certains quartiers, il faut laver l'intérieur. Et dans d'autres, ils disent que non, ça gâche de l'eau, donc la lavez pas. Et encore pire, le jour des poubelles n'est pas le même en fonction des quartiers. C'est pas pratique, quoi. Voilà, je sais pas. Il y a encore des sacs plastiques, on en voit encore, mais tout le temps du plastique ici. Typiquement les tomates emballées. Quoi ? Je ne sais pas si le plastique au Japon et l'organisation du traitement des déchets, le recyclage, c'est un critère de sélection pour moi quand il s'agit d'habiter dans un pays. Au contraire, moi je trouve ça plutôt bien organisé au Japon. Alors c'est vrai que c'est chiant, il faut beaucoup trier, il faut sortir ses poubelles vraiment à l'heure pile parce que la benne à ordures va passer tous les matins exactement à la même heure, faut pas la louper, il y a des petits trucs comme ça. Moi je me suis habitué relativement vite. Après je vous avoue que évidemment c'est mieux d'avoir moins de plastique, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est pas ça qui va influencer mon choix d'habiter ou non dans un pays à la base. Je regarde d'autres trucs. Mais je comprends ces arguments et ils sont assez vrais pour le coup. Le logement. Lorsque tu dois louer un appartement, il y a la caution, il y a le loyer bien sûr, il y a l'entente que tu dois avoir, le contrat à signer, tout ça. Mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle le leaking. Et le leaking, qu'est-ce que c'est ? C'est 1 à 3 mois de loyer que tu offres au propriétaire. D'autant plus que Mitsuki m'a dit que la caution, donc le shikiking, c'est rare que tu revois la caution. Louer un appart au Japon, surtout à Tokyo, j'avoue que c'est vraiment difficile. Ça coûte cher. Pas partout, en fonction des agences, en fonction des propriétaires, en fonction des quartiers, les règles sont différentes, on peut s'en sortir, mais dans tous les cas, il y a de l'argent à payer au départ, ne serait-ce qu'à l'agence qui est entre le propriétaire et le locataire, mais la vraie difficulté pour moi, c'est plus quand tu es étranger. Le japonais, il est habitué à avoir ces règles-là, pour lui c'est normal, mais quand tu es étranger, tu as quelques obstacles supplémentaires qui font que c'est plus difficile d'accepter qu'un propriétaire loue à un étranger, surtout qui vient d'arriver au Japon. Ça dépend de ton visa, ça dépend de ton travail, ça dépend de plein de critères. Après, pareil, ça n'influe pas sur la qualité de vie, c'est de l'argent que tu dois payer, tu payes plus, voilà. La contrepartie, parce qu'il y en a quand même une, c'est que tu arrives dans un appartement qui a été refait, qui est clean. Si tu perds ta caution, ça veut dire qu'ils ont refait les tatamis, qu'ils ont repeint les murs, des trucs comme ça. C'est excessivement rare au Japon d'arriver dans un appart qui n'est pas nickel. Un point qu'on a rabâché bien sûr concernant le logement au Japon, c'est l'isolation phonique et thermique. C'est vrai que l'isolation phonique et l'isolation thermique au Japon, c'est pas ouf du tout. Il a raison, surtout quand tu arrives depuis la France où tu as des maisons qui ont des murs en parpaing, en briques, en pierre, je sais pas, et qu'au Japon tu arrives sur de la maison en bois avec des murs, des cloisons assez fines. Dans certains appartements qu'on appelle mansion, c'est quand même pas trop mal isolé, mais dans les appartes un peu plus cheap ou dans les maisons, c'est pas ouf du tout. Alors ça dépend aussi des maisons, j'ai eu l'occasion d'en construire une où t'avais des matériaux isolants qui sont quand même mieux, notamment pour la déperdition de chaleur, etc. Après il y a aussi le chauffage au sol et des trucs comme ça qui existent qui sont quand même relativement efficaces. Est-ce que c'est une raison pour pas venir au Japon ? Absolument pas. Le regard envers les étrangers.
Ah, on va pas se cacher, c'est un peu particulier. Voilà, t'auras beau vivre depuis des années au Japon, on te considérera jamais comme un vrai japonais. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui me freine. La prochaine vidéo que je sors justement, c'est comment sont vus les étrangers au Japon. C'est vrai que c'est un statut particulier, statut qui pour moi est un énorme avantage. Mais effectivement, tu habites dans un pays où tu seras toujours un étranger. C'est un sentiment qui peut ne pas convenir à tout le monde. C'est marrant parce qu'il y a même un syndrome qui fait que des expatriés deviennent plus violents envers d'autres expatriés par rapport aux règles japonaises. Je pense par exemple au moment où il y a eu des débordements durant la Coupe du Monde de rugby au Japon. Tiens, il y avait des Français qui avaient fait un peu n'importe quoi dans un métro. Et en fait, les gens qui gueulaient le plus, c'était les expatriés en fait étrangers au Japon. Alors clairement, les gens qui viennent au Japon, qui sont étrangers et qui viennent au Japon pour faire le bordel, pour pas respecter les règles, et qui donnent une mauvaise image du coup de moi, ça me fait chier. Et ça fait chier, je pense, tous les gens qui habitent dans un pays étranger et qui voient débarquer des gens qui foutent le bordel. On ne devrait pas, de toute façon, foutre le bordel dans un pays quel qu'il soit, quand on voyage, point barre. Faut aussi se rendre compte les moments où le fait d'être étranger est positif pour toi. Parce que ça arrive aussi. Parfois ils sont plus gentils parce qu'ils savent que t'es étranger. Mais c'est quand même un peu plus négatif que positif, je pense. Encore une fois, il a raison de nuancer, mais alors pour moi, c'est totalement l'inverse. Je trouve qu'il y a tellement plus d'avantages à être étranger que de désavantages en fait, mais ça dépend des personnes. Chaque personne va avoir une expérience différente. Moi je trouve qu'il y a ça d'avantages et ça de désavantages. Les courses et la cuisine. Je sais pas exactement ce qu'il va dire, sûrement que les supermarchés sont tout petits, qu'il n'y a pas beaucoup de choix peut-être et qu'on fait les courses tous les jours. C'est très différent de la France, pour moi c'est absolument pas un truc rédhibitoire, mais alors pas du tout. Les courses tous les jours, ça c'est un truc qui j'avoue m'agace. Y a pas de plaque à induction, c'est du gaz, c'est au gaz et c'est super, enfin c'est ultra à l'ancienne tu vois, regarde, c'est... Tu peux avoir des plaques à induction si tu veux aussi, hein. Chez moi j'ai des plaques à induction, il n'y a pas de problème. L'importation des produits étrangers, alors ça, c'est un problème. Par exemple, je pense à du matériel vidéo. Quand c'est une marque japonaise, généralement ça va, on peut la trouver sur Amazon. Mais par exemple, je pense aussi à Tev qui a galéré à trouver son Sony Alpha 7S3 en version anglaise parce qu'il y avait que des versions japonaises et encore, vraiment, c'est pas si évident. Voilà, c'est un peu archaïque de ce côté-là. Dès que je pense par exemple à des micros RAW, tellement d'accord là-dessus. Dès que tu veux acheter un produit qui n'est pas japonais, que ce soit un produit, alors souvent c'est des produits américains, c'est galère, mais c'est incroyable. Et même les produits japonais qui sont faits pour l'étranger, c'est-à-dire avec des menus en anglais, des trucs comme ça, sont quasiment impossibles à trouver au Japon. Et c'est relou parce que tu as l'impression d'être dans un pays où la technologie est incroyable, mais dès que tu veux de la technologie qui n'est pas japonaise, tu te sens vraiment à l'âge de pierre. Comme ils montrent un micro ou des trucs comme ça, tout le matériel audiovisuel qu'on utilise nous en tant que youtubeurs, on galère 10 fois plus que tous les autres pour les trouver, on les paye 2 fois plus cher, on les a 6 mois après, tout ce qui est drone, tout ce qui est micro, tout ce qui est caméra, c'est galère et c'est comme ça pour tous les trucs. Tu vas acheter un vélo qui vient de l'étranger, tu vas acheter une trottinette, n'importe quoi. Quand c'est pas japonais, c'est pas pratique et c'est chiant. ça met du temps à arriver, c'est vachement plus cher aussi. Ouais, il dit exactement la même chose que moi, il y a pas photo là-dessus. Les voyages intérieurs au Japon. Alors, le Shinkansen au Japon, on l'a dit, c'est propre, c'est efficace, c'est à l'heure, mais c'est cher! Shinkansen, taxi, même le train normal, c'est cher au Japon, c'est extrêmement efficace, mais l'efficacité a un prix. En tant que touriste, c'est vrai que ça a un budget. Après, quand tu habites au Japon, franchement, bah, si tu as le salaire qui va avec, ça dépend en fait de ton salaire et de ton mode de vie, c'est tout. Je préfère payer plus pour avoir un meilleur service, mais ça dépend des gens. Et justement, vu que je parle des voyages intérieurs et des péages, la voiture. Je sais pas du tout ce qu'il va dire sur la conduite, mais à part que les rues sont étroites à Tokyo, je vois pas trop ce qu'on pourrait critiquer. Je préfère largement, mais largement conduire au Japon qu'en France. On va voir. Pas le truc qui m'énerve au Japon, notamment la limitation de vitesse. C'est quoi votre problème? C'est tellement mieux au Japon qu'en France, la limitation de vitesse, attention. Je crois qu'en France, au bout de 3 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, tu te prends une prune. Au Japon, on te laisse de la marge, on n'est pas là à te contrôler, t'as pas un radar tous les 500 mètres. Je vois pas comment ça pourrait être mieux en France. À chaque fois, tout le monde roule au moins 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Du coup, t'es en mode, bah du coup, on a le droit de rouler à cette vitesse-là, vu que tout le monde le fait. Et en fait, c'est parce que tout le monde le fait que tu peux rouler à cette vitesse-là. Mais si jamais tu te retrouves seul sur l'autoroute et qu'il y a un flic qui débarque, Surprise, là, tu te fais choper. Cette logique... Alors moi du coup j'ai beaucoup plus l'habitude de conduire au Japon qu'en France et je préfère largement que ce soit comme ça où t'es quand même un degré d'appréciation, genre quand t'es dans le flot de circulation, même si t'es un peu au-dessus de la limitation de vitesse, on va rien te dire, que dans un pays où si tu dépasses un tout petit poil, même par inadvertance de 3 km/h, tu te prends un PV,
Je suis pas fan de cette méthode-là non plus. Le truc qui est chiant au Japon, moi ce que je critiquerais, c'est que les limitations de vitesse sont très basses à la base. L'autoroute, c'est 100 maximum, avec 80 par temps de pluie ou mauvais temps. C'est vraiment pas beaucoup, c'est même pas possible de rouler en fait à 80 ou à 100 sur l'autoroute quand c'est des grandes lignes droites, c'est juste trop dur. C'est pour ça que les gens respectent pas. Ils sont en train de faire des tests là pour essayer de les passer à 120. Enfin. Autre point de la voiture, le shaken. Le shaken, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle technique japonais, un peu plus poussé qu'en France en fait. Alors là, ce qu'il va dire, je pense, c'est que le shaken, c'est tous les 2 ans au Japon et que ça coûte relativement cher, c'est la révision. Plus ta voiture est ancienne, plus ça coûte cher. Donc en fait, ce que ça participe à faire, c'est que y a un parc automobile qui est relativement neuf au Japon. Les avantages que je pense le Japon voit à ça, c'est que c'est des véhicules qui sont moins polluants, ça participe plus à faire travailler l'économie quand il y a des véhicules qui tournent. Et il y a peut-être aussi moins d'accidents de voiture, en tout cas moins d'accidents mortels, parce que c'est des voitures qui sont plus neuves et plus safe. Donc il y a plein d'avantages, et l'inconvénient, c'est que ça coûte peut-être un petit peu plus cher. Le système de santé. Je sais pas encore ce qu'il va dire, mais il faut garder un truc à l'esprit, c'est que quand on parle de système de santé, qu'on compare les systèmes de santé, il faut garder à l'esprit qu'en France, le système de santé est quand même excellent. Il y a plein de failles, c'est peut-être de moins en moins bien, mais ça reste au niveau mondial un très bon système de santé. Et le Japon a un très bon système de santé également. C'est sûr que comparé à la France, je pense qu'il y a des choses qui vont être moins bien, qui vont manquer, mais si on compare par exemple aux États-Unis, le Japon, c'est exceptionnel. Le système médical au Japon. Alors, déjà on va commencer par les médicaments. Les médicaments japonais, ils sont nazes. Y a pas d'effet. J'ai beau mais m'empiffrer. Non, c'est pas vrai, je m'empiffre pas, mais à chaque fois je prends des médicaments japonais, je trouve qu'il y a aucun effet. Alors qu'un même ne serait-ce qu'un dolirum, tu vois, ça me fait largement plus d'effet qu'un médicament japonais. Je pense que son problème, c'est qu'il achète des médicaments dans un espèce de drugstore comme à l'américaine, où tu achètes des médicaments qu'on peut avoir sans ordonnance. Si tu vas chez un médecin, que tu as une ordonnance et que tu as un médicament qui est dosé pour toi, etc., il va faire de l'effet. C'est sûr que l'aspirine de supermarché, on va dire, au Japon, est moins puissante que l'aspirine de supermarché en France. Et ils sont chers. Oh, c'est incroyable, pour des petites tablettes comme ça, où il y a à peine quelques comprimés, on monte tout de suite sur des 20-40 euros. Ils sont chers dans un drugstore. Quand tu vas chez le médecin au Japon, c'est pas remboursé à 100%. En général, ça me coûte aux alentours de 1000 yens. Et des fois, ça fait 7-8 euros. Et des fois, même pour des trucs assez vénères, genre trucs pour les dents, etc., c'est vraiment pas très cher, je trouve. Et quand tu vas chercher tes médicaments, là encore, t'en as pour à peu près 1000 yens, 7-8 euros, ce qui n'est pas énorme non plus. Et sachant que pour les enfants, jusqu'à la majorité, tout est gratuit. Mesdames et messieurs, il vient de m'arriver un truc de ouf. Je suis allé donc dans un drugstore, donc une pharmacie japonaise, et j'ai pris des médicaments conseillés par Mitsuki. Voilà, qui m'a dit ça c'est vachement bien pour le nez débouché. Et par contre, je ne m'attendais pas à ce que le mec me donne en cadeau. Non mais c'est le seul pays quand même où t'as des médicaments en cadeau. Un drugstore, c'est un commerce, ça n'a rien à voir avec le système médical japonais. La pharmacie classique, le médecin classique, c'est pas du tout le même monde que le drugstore. Eux, ils sont là pour la thune, ils ont des partenariats, tu peux même acheter des clopes si tu veux dans un drugstore. Donc il faut pas confondre les deux mondes non plus. Le système de santé au Japon est loin d'être parfait, et je trouve qu'il y a des trucs à critiquer, mais j'aurais pas du tout critiqué ces points-là. Du coup, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais je suis d'accord pour dire que c'est pas le meilleur système de santé du monde et qu'il y a des trucs mieux à faire. Après, c'est une critique qui peut s'appliquer, je pense, à tous les pays du monde. Le royaume du paraître. Alors là, on rentre sur des choses un peu plus complexes et plus dures à imager. C'est le royaume du paraître au Japon. Et je pense que ça, c'est le point qui me fatigue le plus. C'est toute cette apparence à conserver, voilà, sauver les apparences, le tatema et tout ça. C'est pas la même manière de penser entre la France et le Japon, et clairement, je suis plus français que japonais. Alors là, du coup, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo sur les relations au Japon. Les Japonais ont deux personnalités, la personnalité qui montre à l'extérieur et la personnalité qui gardent pour eux dans leur cercle privé. C'est vraiment la façon japonaise de faire, c'est un petit peu la politesse japonaise, c'est comme ça que ça marche ici. Il faut s'habituer, moi ça me dérange pas trop, une fois que tu sais que culturellement parlant ça marche comme ça. En fait les Japonais te donnent des indices pour interpréter ce qu'ils disent plutôt que te dire tout de suite la chose. Une fois que tu as compris les codes, ça va. Après moi j'évolue dans un cercle qui est quand même assez informel. Autour de moi c'est que des amis japonais ou de la famille japonaise ou alors des francophones avec qui on n'a pas du tout ce genre de règles. Donc ça m'impacte pas au quotidien, mais je conçois que pour certaines personnes ça puisse être difficile. En tout cas, ça dépend vraiment du cercle dans lequel tu évolues. On va continuer sur un point qui est extrêmement personnel. C'est le fait d'être en couple. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça fait quoi d'être en couple avec une japonaise et tout. Est-ce que t'as déjà date une japonaise? Jamais. Je ne peux pas. Pour le coup là c'est un point qui est très personnel. Ma femme est japonaise. Faire des enfants. J'en ai 3.
donc je vais avoir des choses à dire là-dessus. Il y a quand même un gros défaut pour moi. Il y a une uniformisation qui est constante et qui te formate dans un moule. Et ça me plaît pas. Ça me ferait chier que mon enfant soit formaté dans ce style-là. C'est une question que je me suis posée aussi au sujet de mes enfants. En fait, je me suis posé 2 questions au sujet de mes enfants quand je les ai mis à l'école. La première, c'est est-ce que justement ça va pas les uniformiser, comme il dit, les transformer en bons petits japonais, tous pareils, l'image, le cliché qu'on a. Et aussi, est-ce qu'ils vont pas être harcelés à l'école du fait qu'ils soient métis. Pour répondre à la question qui est la plus simple, mon fils aîné pour l'instant il est à l'équivalent du CP, CE1, CE2, CM1. Il est à l'équivalent CM1 au Japon et le fait qu'il soit métis c'est un énorme avantage. Ça se passe extrêmement bien pour mes 3 enfants et le fait qu'ils soient métis justement ça leur apporte plein d'avantages dans la vie donc il y a 0 problème là-dessus. En tout cas pour l'instant je touche du bois. Et quant à l'uniformisation, en fait, c'est sous-estimer la place que prend l'éducation dans la famille. Étant la personne que je suis, personne différente, qui leur procure une éducation différente, je pense, des autres, je suis 100% confiant sur le fait que mes enfants vont avoir leur propre personnalité et pouvoir s'épanouir dans la vie de façon totalement correcte. Le futur me dira si j'ai raison d'être aussi confiant, mais ça se passe très très bien et je préfère largement que mes enfants grandissent au Japon plutôt qu'en France. Et l'argument principal, ça va être la sécurité. Ils peuvent partir à l'école tout seuls dès qu'ils ont 6 ans, ils peuvent prendre le bus, ils peuvent prendre le train, ils peuvent aller en vélo où ils veulent. En vrai, je pense que je l'enverrai à l'école au Japon, mais pas définitivement. Voilà. Les potes et faire la fête. Je suis pas trop sorti, fête, je bois pas d'alcool, tout ça. Moi je suis plus un vieux con, hein. J'aime bien les trucs en famille, les balades en montagne, voilà, c'est plus ça mon truc. Donc c'est pas trop mon critère. Après j'avoue que je me marre beaucoup plus quand je suis avec des Français que quand je suis avec des Japonais. Si je fais un resto avec des Français, si je fais un resto avec des Japonais, ce sera pas la même ambiance. Donc moi je suis dans une ambiance où on rigole tous les jours avec des Français. Donc du coup j'ai aucun manque de ce côté-là. Mais quand t'arrives au Japon, c'est vrai que si t'es un petit peu isolé ou juste avec des Japonais qui sont pas très proches de toi, après moi avec mon cercle d'amis japonais, grâce à ma femme et tout, je suis vraiment à l'aise, on rigole, ça se passe bien aussi. Mais c'est jamais la même chose qu'avec des Français. Donc c'est un truc effectivement qu'il faut réfléchir. J'ai déjà vu effectivement des Français retourner en France en disant que ils n'ont pas réussi à s'intégrer quelque part au Japon, ils n'ont pas réussi à se faire un cercle d'amis, ils étaient pas à l'aise. Donc voilà, ça dépend des personnes encore une fois. Dernier point qui m'énerve au Japon, une des raisons pour lesquelles je ne veux pas vivre au Japon, la banque. Première chose à savoir, les banques au Japon, elles ferment à 15h. Ça m'étonne un peu qu'ils finissent par ça parce que les banques au Japon, c'est vrai qu'il y a des points pas ouf, mais quand même, c'est pas ça qui va te faire ne pas habiter au Japon. Le fait que les banques ferment à 15h, oui, c'est chiant, mais d'un autre côté, il y a des machines qui peuvent te permettre de faire toutes tes opérations bancaires ou presque. C'est pas juste des machines pour retirer ou mettre de l'argent, tu peux faire quasiment toutes tes opérations. C'est chiant quand tu sais pas t'en servir, et c'est chiant quand t'as un truc spécial à faire, que tu veux faire ou que tu dois faire au guichet et que c'est fermé à 15h, c'est vrai, mais il y a une raison, c'est que les machines sont très efficaces. Moi, la critique que j'aurais à faire auprès des banques, je sais pas s'il va le dire, c'est que quand t'es étranger, c'est extrêmement dur d'avoir une carte Mastercard ou Visa, et aussi le fait que tout ce qui est banque en ligne, tous les trucs super modernes, là, N23 ou N25, je sais pas, ça au Japon, il n'y a pas, ou enfin, si, il y a, mais c'est pas connecté au réseau international, et t'as toujours des problèmes pour payer, etc. Donc, ils sont un peu en retard là-dessus, c'est un peu comme les opérateurs téléphoniques au Japon, ils sont très en retard là-dessus. Vous connaissez sûrement le principe de commission lorsqu'on retire de l'argent sur une borne qui n'est pas la borne de notre banque, mais le Japon il a attendu ce système, mais d'une manière gargantuesque. Matez-moi ce joyeux bordel. Déjà les commissions, il y en a dès le premier retrait, et en plus, il y a des horaires à savoir, et en fonction des horaires, le taux de commission n'est pas le même. C'est vrai que toutes ces machines-là, dès que tu fais une transaction, ça coûte de l'argent. Quand tu arrives de France, peut-être que ça choque si c'est gratuit. Quand tu fais une transaction dans une autre banque, ça coûte encore plus cher. Si c'est le week-end, il y a aussi des frais supplémentaires, etc. Moi, je vous avoue que ces machines, je les utilise très peu, ça dépend de comment tu vis. Moi, je paye soit en liquide, soit par carte Mastercard, Visa, American Express. Et ça te donne des avantages en fait quand tu payes par carte de crédit, on te donne de l'argent sous forme de points. Donc ça me dérange pas trop finalement. Le truc qui me dérange et qu'il a pas abordé, c'est que quand tu mets de l'argent sur ton compte, t'as 0 intérêt. Ça c'est relou. Mais il y a aussi des avantages comme le fait que tu peux avoir 50 cartes bleues et elles sont toutes gratuites. Donc il y a des trucs payants, des trucs pas payants. Le système en vrai est pas ouf. En revanche, quand tu es une entreprise, en tant que professionnel, le système bancaire est vraiment très bien. Le niveau de service, je pense, c'est imbattable. Dès que tu as un problème, tu as quelqu'un au téléphone tout de suite. La personne qui s'occupe de ton dossier, elle se déplace chez toi à l'entreprise pour te faire signer le moindre papier, etc. Donc, d'un ce point de vue-là, ça marche très bien. Le fait que ça ferme à 15h, c'est vrai que ça peut être chiant si tu as besoin d'aller au guichet pour un truc.
Sur ce, bah écoutez, voilà, c'était mes 15 raisons pour lesquelles je ne voudrais pas vivre au Japon. Je sens qu'il y a un certain Tev là qui va répondre à cette vidéo. Écoutez, on a fait le tour et je vous avoue que je suis pas étonné de ce qu'il a dit, je m'attendais vraiment à ce qu'il dise ce genre de truc. Je suis pas d'accord avec lui sur peut-être la moitié des points, et la moitié des points sur lesquels on est d'accord, c'est pas pour moi des points rédhibitoires. Je pense que les avantages qu'on a au Japon sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients, et les inconvénients souvent ils sont dus à ton mode de vie, ou est-ce que tu arrives à t'adapter ou pas au Japon. Moi j'ai pas eu de problème à m'adapter, je me suis senti chez moi très très vite, et toutes ces petites règles là. Le fait que j'habite avec une japonaise qui m'a formé, entre guillemets, qui m'a tout de suite expliqué, etc. Ça a sûrement beaucoup facilité les choses. Je pense que quand tu débarques au Japon, effectivement, les règles et tout, ça peut te sembler difficile, et tu peux avoir du mal à suivre toutes les règles et vraiment à t'intégrer dans la société peut-être. Moi j'étais en quelque sorte accompagné, et j'avoue que ça a dû faciliter les choses avec ma femme, ma belle famille. Le fait d'avoir des enfants, ça m'aide aussi à apprendre plein de trucs, et du coup pour l'instant, je n'échangerai pas ma place au Japon pour une place dans un autre pays, même si j'adore voyager dans d'autres pays, et j'aimerais bien habiter aux États-Unis, j'aimerais bien habiter sur une petite île dans les îles Tonga par exemple. Enfin, il y a plein d'expériences magnifiques à faire, je pense, mais pour l'instant, d'un point de vue famille, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue vie au quotidien, je me sens super bien à Tokyo, et j'aurais du mal à envisager sérieusement d'aller ailleurs. Donc en conclusion, on n'est pas d'accord avec Louis-san. On se rejoint sur quelques points, mais la conclusion est totalement différente. Je vous invite à regarder sa vidéo, qui comme je le disais fait 26 minutes, et elle est intéressante en vrai. Il a un petit peu plus creusé les points, et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo qui n'a rien à voir. Ce qui a un petit peu à voir du coup finalement, puisqu'on va parler de la place des étrangers au Japon. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Des bisous!